Bonjour, le thème de mon intervention aujourd'hui se rapporte à la question de l'échantillonnage dans le cadre d'une étude de marché de type quantitatif. Et le thème sera abordé à travers la question du pourquoi on doit se préoccuper de la qualité de l'échantillon, à savoir sa représentativité, et ensuite, bien entendu, comment constituer un échantillon représentatif dans le cadre de notre étude. Donc, nous allons traiter de ce thème en abordant plusieurs questions. Nous allons nous préoccuper de la question sur le pourquoi de l'échantillon représentatif, mais aussi sur la question c'est quoi un échantillon représentatif. Ensuite, nous allons passer en revue les différents modes de sélection d'un échantillon et on va voir quel est le mode qui est le plus indiqué pour obtenir un échantillon représentatif. Troisième point qui va être abordé, comment garantir la représentativité de l'échantillon. Et ensuite, nous allons, à partir d'un cas pratique, voir comment on doit constituer un échantillon représentatif. Donc, voilà les différents points qui vont être abordés. Je rappellerai simplement que je suis auteur d'un ouvrage qui s'intitule Le marketing informationnel, l'étude de marché, outils de connaissance et d'aide à la décision, ouvrage que j'ai publié en 2013 à Alger pour compte d'auteur. Donc, la première question qu'on va aborder, elle est relative à la représentativité de l'échantillon. Lorsque on réalise une étude quantitative, nous devons nous préoccuper de la qualité de la représentativité de l'échantillon pour une seule raison. C'est que lorsque nous allons réaliser cette étude auprès d'un échantillon, on va pouvoir extrapoler tout ce que nous avons observé au niveau de l'échantillon, on va l'extrapoler à la population mère. En d'autres termes, si j'observe qu'il y a 20% de clients sont satisfaits de mon service au niveau de l'échantillon, si mon échantillon est représentatif, je suis permis de dire qu'au niveau de la population, la satisfaction serait autour de ce chiffre. Pourquoi je dis autour de ce chiffre? Parce que lorsque nous utilisons les méthodes probabilistes, nous avons la maîtrise de la marge d'erreur. Et dans la plupart des cas, la marge d'erreur qui est retenue, elle est comprise entre 3 et 5%. Et si la marge d'erreur retenue, elle est de 5%, je pourrais dire, dans le cas que je viens de citer, les 20% de personnes satisfaites ou insatisfaites au niveau de l'échantillon, si je veux extrapoler cette information au niveau de la population mère, je pourrais dire que la satisfaction ou l'insatisfaction, elle est entre 15 et 25%, c'est-à-dire 20, moins 5 et plus 5. Donc voilà pourquoi on doit se préoccuper de la représentativité de l'échantillon. C'est la seule condition qui va nous permettre de pouvoir extrapoler les informations ou les indications qu'on a obtenues au niveau de notre enquête par sondage. Mais comment, pourquoi et comment on qualifie un échantillon représentatif? Finalement, un échantillon représentatif, c'est un peu, j'allais dire, un sous-ensemble de la population et qui présente les mêmes caractéristiques de la population globale que nous allons étudier. Et donc voilà pourquoi il est impératif avant de commencer à procéder à la sélection des personnes à interroger, il faut qu'on ait en tête quelles sont les principales caractéristiques de la population que nous allons étudier. Pour constituer notre échantillon, nous avons la possibilité entre 3 modes de sélection des personnes. Le premier mode, c'est l'échantillonnage probabiliste. C'est-à-dire que nous allons utiliser des méthodes statistiques pour sélectionner les personnes. En d'autres termes, toutes les personnes qui appartiennent à la population à étudier auront la même chance d'apparaître au niveau de l'échantillon et d'être interrogées dans l'étude. Il y a différentes méthodes d'échantillonnage. Je vais simplement les rappeler ici, mais j'aurai l'occasion de les aborder dans les détails plus tard. À savoir, dans le cadre de l'échantillonnage probabiliste, on a l'échantillonnage aléatoire simple, l'échantillonnage par strate
l'échantillonnage par grappe et l'échantillonnage à plusieurs degrés. À côté de cela, on a des méthodes d'échantillonnage non probabilistes. Mais je voudrais simplement préciser que pour utiliser une méthode d'échantillonnage probabiliste, il faut disposer impérativement de la liste exhaustive. Pourquoi? Parce que nous allons tirer au sort les personnes qui font partie de la population. Et donc, lorsqu'on n'a pas cette information, on va utiliser des méthodes non probabilistes. Et les méthodes non probabilistes, ce sont une sélection des personnes sur des critères qui sont retenus. On peut avoir la méthode des quotas, la méthode de l'itinéraire, la méthode boule de neige. Et enfin, une dernière méthode qu'on appelle l'échantillonnage de convenance, c'est-à-dire que finalement, on va aller sur le terrain et interroger les personnes qui veulent bien répondre. C'est pour ça qu'on parle de méthode d'échantillonnage de convenance. Il va nous répondre, mais simplement, les résultats qu'on obtient dans ce cas-là, ce sont des informations ou des données qui vont nous permettre simplement de valider une hypothèse. Si avant d'aller vers la constitution de l'échantillon de convenance, je pense que la clientèle est satisfaite du service, lorsque je vais faire mon enquête auprès de cet échantillon, le chiffre que je vais obtenir va me permettre de valider ou d'invalider mon hypothèse de départ. Voilà quelques précisions sur les méthodes d'échantillonnage, mais on aura l'occasion de revenir parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir concernant les méthodes d'échantillonnage et comment les utiliser. Donc, une fois on a une idée, comment s'assurer qu'on va avoir un échantillon représentatif? Pour cela, il faut d'abord, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on doit avoir une idée claire de la population qu'on veut étudier et quelles sont les variables discriminantes essentielles. Qu'est-ce qui justifie ou qu'est-ce qui peut expliquer un comportement pour pouvoir les reproduire au niveau de l'échantillon. Si par exemple, le fait d'habiter dans une localité ou dans une zone géographique est un élément explicatif du comportement, il est clair que nous devons, dans notre échantillon, retrouver ce critère. Si, par exemple, l'âge est un élément discriminant dans le comportement, il faudrait qu'on le retrouve. Ensuite, on va revenir à nos méthodes d'échantillonnage et on va choisir une méthode d'échantillonnage. Simplement, ce choix obéit ou doit être fait en ayant en tête un certain nombre de contraintes. Nous avons une première contrainte de temps. L'entreprise doit, par moment, réaliser une étude pour pouvoir prendre des décisions. Et le temps qui nous est imparti, c'est un temps qui est limité. Donc, dans ces conditions, on va devoir procéder à un choix. Ensuite, on peut avoir aussi des contraintes d'ordre budgétaire, d'ordre d'accessibilité à la population, aux personnes qu'on veut interroger. Nous allons voir ça en clair en prenant un exemple. J'ai pris l'exemple d'une entreprise qui veut mesurer le niveau de satisfaction de sa clientèle actuelle en vue de son amélioration. Et cette entreprise, donc, elle va devoir choisir un échantillon pour réaliser son étude de marché. Et on a des critères discriminants qu'on peut prendre en considération, le nombre d'années d'ancienneté, c'est-à-dire que l'année d'ancienneté, l'ancienneté va influer sur la perception ou sur l'appréciation de la qualité de service. Ça pourrait être la fréquence d'achat aussi, ça pourrait être un élément qui pourrait être expliqué. Ça pourrait être aussi des données sociodémographiques et géographiques qui peuvent être des éléments discriminants. L'âge pourrait être un élément, le sexe, le lieu de résidence. Donc, une fois on a déterminé quels sont les critères qui sont à prendre en considération, nous allons devoir donc aller vers le choix de la méthode d'échantillonnage. Et je le rappelle encore une fois que cette méthode ou ce choix, il est soumis ou il est fait sous contrainte de temps, d'argent ou d'accessibilité. Alors nous allons commencer par un choix d'une méthode d'échantillonnage. Et si on veut avoir un échantillon représentatif avec une mesure de l'erreur, nous devons impérativement aller vers des méthodes dites probabilistes. Et pour aller vers ces méthodes probabilistes, nous devons impérativement disposer
d'une liste exhaustive, c'est-à-dire que nous devons avoir la liste de tous les clients pour qu'on puisse procéder à un tirage au sort. Alors, première observation, si nous sommes dans un cas d'une population qui est homogène, c'est-à-dire que les comportements ne changent pas, ce sont des comportements qui sont identiques. Il n'y a pas un élément qui va influer sur l'appréciation. Donc, nous allons pouvoir dire que les personnes qui constituent cette population mère sont interchangeables. Et donc, dans ces conditions, peu importe la personne qui va être tirée au sort, et cette personne, elle va donner son point de vue qui va être un peu représentatif de toute la population. Ça, c'est la méthode d'échantillonnage d'aléatoire simple. Sauf que dans la réalité, il y a des éléments discriminants et on va aller à la deuxième méthode qui est aussi utilisée, qui est ce qu'on appelle la méthode par strate. Dans ces conditions, on parle de l'idée que la population, elle est constituée de sous-groupes. À l'intérieur, ils sont homogènes, mais entre eux, ils sont hétérogènes. Et dans ces conditions, on va devoir constituer ces sous-groupes. Je prends l'exemple de l'appréciation de la qualité de service. Si je considère que l'ancienneté est un élément déterminant, et ben, donc je vais avoir deux sous-groupes. Un groupe ancien et moins ancien, et dans ces conditions, pour être sûr que ces différents sous-groupes vont être représentés dans l'échantillon qui va être sélectionné, on va devoir donc pouvoir tirer au sort dans chacun de ces sous-groupes. Ça, c'est la méthode par strate. La troisième méthode qu'on utilise, c'est la méthode par grappe. Alors, la méthode par grappe, elle part de l'idée que la population que nous allons interroger, elle est géographiquement dispersée. Et je dois préciser que si on est dans une étude de marché où on va retenir l'administration du questionnaire en face à face, c'est-à-dire en face du client, dans ces conditions, cette observation, elle a du sens. Mais si on utilise aujourd'hui les techniques de sondage en ayant recours à des entretiens à distance. Dans ces conditions, cette notion de répartition géographique n'a pas de sens puisque lorsque on utilise la méthode des grappes, c'est uniquement pour éviter des déplacements. Et dans ces conditions, on va constituer nos sous-groupes en incluant un critère discriminant qui est la localisation. La région, la localité qu'on va retenir. Est-ce qu'on va retenir une région? Est-ce qu'on va retenir une sous-région? Et donc, dans ces conditions, on va retenir dans chacune des entités géographiques qu'on va retenir, on va avoir la diversité de la clientèle. On va avoir les clients les plus anciens, on va avoir des clients les moins anciens, on va avoir des clients qui sont âgés, qui sont jeunes, on va avoir des clients qui sont de sexes différents. Et dans ces conditions, dans une région, on a donc un échantillon qui est divers. Et l'échantillonnage par grappe consiste à sélectionner la localité géographique qu'on va retenir pour faire notre étude de marché. Et donc voilà les trois méthodes qui sont utilisées pour obtenir un échantillon représentatif. Encore une fois, un échantillon représentatif est nécessaire à chaque fois que vous voulez extrapoler les données à partir de l'échantillon vers la population mère. C'est à cette seule condition qu'on peut correctement extrapoler nos informations obtenues au niveau de l'échantillon vers la population mère. Faute de quoi, on ne peut que constater, si on n'a pas recours à un échantillon représentatif, on ne peut que constater les observations que nous avons réalisées ou obtenues, elles ne valent que pour la population interrogée. Donc voilà le point que je voulais aborder avec vous, la nécessité de disposer d'un échantillon représentatif pour pouvoir extrapoler et passer en revue les différentes méthodes pour choisir un échantillon et me focaliser sur les méthodes probabilistes qui sont les méthodes les plus indiquées pour obtenir un échantillon représentatif. Merci pour votre attention.